Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Sophie Padeleux, chef de bureau de l'Économiste à Paris. Et c'est un grand plaisir pour moi de présider ou animer plutôt ce débat ce soir. Donc je remercie Free de cette invitation d'être présente avec vous. J'ai vraiment pas besoin, et pour une fois c'est vrai, de vous présenter les deux intervenants. Évidemment, Thierry Montbrial, fondateur et directeur général d'IFRI. Et à ma droite, Jean Pisani-Ferry, qui est le commissaire de la stratégie, qui s'appelle maintenant France Stratégie, je pense, et qui a produit ce rapport récemment sur France dans 10 ans. Nous sommes là, évidemment, pour marquer la publication de l'édition 2015, qui s'appelle le défi des émergents. Donc je vais passer la parole tout de suite à Thierry Montbrial pour toucher le côté géostratégique, politique de ce sujet. Et ensuite, on va écouter Jean Pisani-Ferry sur les enjeux plutôt économiques. Et après cela, on va essayer d'entrer dans un débat avec vous également, entre les intervenants, sur l'enjeu des pays émergents. Donc je vais passer la parole tout de suite à Thierry Montbrial. Bien, merci Sophie. Alors, je vais en fait vous parler plus largement que pays émergents, c'est parler un peu de la situation mondiale dans son ensemble. Et je vous dis tout de suite que cette situation, moi, que je suis toujours optimiste, je suis structurellement optimiste, je suis volontairement optimiste, mais je dois vous dire que je suis inquiet. Je pense que le monde se trouve aujourd'hui en mauvais état. Et la mondialisation, le rêve de la mondialisation, bien entendu, le rêve the world is flat, etc., ce rêve est évanoui, s'est évanoui rapidement, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-il possible de maintenir un monde raisonnablement ouvert dans les années ou décennies qui viennent? Pour dire les choses autrement, il existe un vrai danger de fragmentation du monde. Et ceci, naturellement, serait désastreux sur le plan politique et sur le plan économique, puisque toute l'économie mondiale, tout le système nerveux de l'économie mondiale aujourd'hui est global, et donc une fragmentation conduirait sans doute à des désastres économiques et politiques, puisque l'expérience historique montre que les deux sont liés. Alors entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que cela va se produire. Je dis qu'il y a un risque, et qui est un risque sérieux. Et j'ai souvent développé dans mes écrits des dernières années l'idée que les interdépendances dans le monde, dans le monde nouveau, dans la planète globalisée, sont non linéaires. Non linéaire, ça peut paraître un peu prétentieux comme expression. La non-linéarité signifie tout simplement la non-proportionnalité des causes et des effets. Hein, c'est ce qu'on a popularisé sous le nom d'effet papillon, c'est-à-dire de toutes petites causes peuvent avoir des effets disproportionnés et à la limite incontrôlables. Et naturellement, c'est ça qui est la racine du danger actuel. Alors, dans les perspectives de ce Ramsès, je développe cette constatation sur 3 régions principalement. La première n'est pas celle que l'on a l'habitude de citer le plus souvent, c'est l'Asie. Il faut bien voir que la situation de l'Asie de l'Est
est une situation préoccupante. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les analyses historiques que je détaille dans ces perspectives qui font qu'il existe une absence absolue de confiance, ou si vous voulez, une défiance absolue, par exemple, entre le Japon et la Corée, ou le Japon et la Chine. Et mesdames et messieurs, la défiance, ou l'absence totale de confiance, c'est certainement le mal le plus fondamental dans des systèmes très interdépendants. On peut dire d'ailleurs la même chose aujourd'hui qui est en train de se développer entre la Russie, par exemple, et ses partenaires. Et cette défiance, dans le cas de l'Asie, a des racines historiques qui nous ramènent, au moins, par exemple, dans le cas du Japon, à l'ère Meiji et à tout ce qui s'en est suivi. Je ne développe pas ça, je ne veux pas élaborer là-dessus ce soir. Nous n'avons clairement pas le temps. Mais le résultat, c'est que nous pourrions avoir à n'importe quel moment un incident grave qui pourrait se produire, par exemple, entre le Japon et la Chine. Imaginez qu'un bateau chinois coule un bateau japonais, ou l'inverse, ce serait une situation qui pourrait être dramatique. Alors, à très court terme, on imagine que les États-Unis mettraient tout leur poids, on imagine un certain nombre de freins qui pourraient se mettre en œuvre, mais on voit bien que cette situation est préoccupante. Et on voit bien aussi que les meilleurs experts ne sont pas d'accord sur les intentions des acteurs. La montée d'une puissance, historiquement, est toujours problématique. Pour en faire historiquement, au XVIIe siècle, la montée de la Prusse, par exemple, nous connaissons tous l'effet déstabilisant que peut avoir la montée d'une puissance dans un ensemble régional ou a fortiori un ensemble international. Mais aujourd'hui, quelles sont les intentions de la Chine, par exemple? Y a-t-il une grande stratégie chinoise? Bon, je n'en dis pas plus parce que je voudrais vous parler aussi des deux autres régions qui sont particulièrement problématiques aujourd'hui. Alors, d'abord, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est dans un état, je ne dirais pas maximal de chaos, parce que, pour peu que l'on fasse encore quelques bêtises supplémentaires, il y a encore la possibilité d'aggraver la situation actuelle. Mais la première remarque que je voudrais vous faire, mesdames et messieurs, c'est que la situation que nous connaissons aujourd'hui au Moyen-Orient est en grande partie de notre fait, nous, occidentaux. C'est-à-dire que depuis la Première Guerre mondiale, depuis la chute de l'Empire ottoman, longue est la liste des erreurs qui ont été commises, accumulées, répétées, et qui ont largement conduit à la situation actuelle. Par exemple, là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais par exemple, après les indépendances, c'est-à-dire la fin des régimes, des régimes coloniaux ou des systèmes, des mandats, etc., il y a eu des dictatures se sont installées. Ces dictatures, nous les avons pratiquement toutes soutenues. Et dans mon jeune temps, j'ai la mémoire précise, comme beaucoup d'entre nous, de Saddam Hussein, qui était notre meilleur ami, et la famille Assad, etc., etc. Nous avons largement contribué à consolider ces dictatures et par conséquent à éliminer toutes les contrepoids qui auraient pu, le moment venu, préparer des relèves. Pour prendre une erreur qui peut, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais il était clair pour quiconque a la notion de balance of power, équilibre des forces en tête, et comme une notion fondamentale en géopolitique, que l'intervention contre Saddam Hussein
en 1990, ou bien la première, en 1991, allait détruire un équilibre qui était fondé sur l'équilibre en fait, entre l'Iran et l'Irak. Bon, et j'ai moi-même vécu la réjouissance en octobre 1990 des Iraniens qui disaient enfin les Américains vont faire le boulot que nous n'avons pas réussi à faire, c'est-à-dire d'abattre, d'abaisser le régime, en l'occurrence irakien. Et naturellement, cette erreur a été répétée et approfondie en 2003. Nous avons soutenu tous les dictateurs, et puis jusqu'au jour où on les a laissés tomber naturellement brutalement, mais avec un vide en face. Là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voudrais maintenant vous dire un mot sur la situation russe et de l'Ukraine, et tirer quelques conclusions d'ordre général qui seront sévères. Ce sont des conclusions qui seront sévères. Bien. Dans le cas de la situation russe, je dirais simplement ceci. Une chute d'empire, la chute de l'Union soviétique, c'est la chute du système communiste, mais c'est aussi la chute de l'empire russe. Mais la chute de l'empire russe, donc c'est le dernier empire du XXe siècle à s'être écroulé. L'histoire du XXe siècle, c'est une histoire de chute d'empire. L'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, puis les empires coloniaux occidentaux, etc. Bien, naturellement, à chaque fois qu'un empire tombe, ça réactive aussi des problèmes antérieurs. Et la chute de l'empire russe, contrairement aux autres, elle s'est faite d'un seul coup. D'un seul coup. Alors que les autres ont été beaucoup plus étalés dans le temps. Il n'y a pas besoin, là encore, d'être un historien génial pour comprendre qu'une chute d'empire, même si ça se passe relativement bien sur le coup, ça a des effets différés dans le temps qui durent des années, et permettez-moi de le dire, des décennies. Parce que la chute, les conséquences de la chute de l'Empire russe, elles se font sentir pendant des décennies. Et en plus, ça réactive toute une série de problèmes antérieurs, comme au Moyen-Orient, en Europe même, etc., etc. Comment pouvait-on penser qu'une situation comme la situation ukrainienne, étant donné la valeur symbolique de l'Ukraine dans l'histoire de la Russie, étant donné aussi les problèmes ethniques au sens large, complexes, en particulier en Ukraine orientale, comment pouvait-on penser que ces problèmes pourraient être réglés du jour au lendemain par des considérations purement juridiques? Alors bien sûr, on a reconnu les frontières. Il doit y avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, et on a reconnu les frontières, etc. Mais il faut aussi voir que dans l'histoire, les frontières changent constamment. Les frontières changent toutes. Il n'y a pas de période de 50 ans dans laquelle les frontières ne changent pas. Nous n'avons pas anticipé ça, nous avons fait de l'idéologie. Et mon ami de longue date, Brzezinski, fait partie de ceux qui ont contribué largement, n'est-ce pas, à développer des idéologies, ça a soufflé sur les braises, ce qui fait qu'à un certain moment, le drame a éclaté, on en a perdu le contrôle, et on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est désastreuse pour tout le monde, et y compris naturellement pour les Russes, potentiellement pour les Ukrainiens, pour les Européens, et ainsi de suite. Alors, là où je veux revenir à la conclusion, parce que je dois résister à la tentation de parler trop longtemps, c'est ma conclusion va porter sur, je crois, un point qui est aussi déplaisant, mais qui est, me semble-t-il, fondamental. Les démocraties occidentales sont-elles capables d'agir stratégiquement? Il y a un cas historique au XXe siècle où elles ont agi stratégiquement. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs ont remarqué que c'était extraordinaire au sens propre du terme. C'est la guerre froide. Et effectivement, entre les 40 années entre la signature du traité de l'Atlantique Nord et la formulation de la stratégie par George Kennan et la chute de l'Union soviétique, c'est 40 ans à peu près, où il y a eu, pour l'essentiel, une cohérence stratégique absolument remarquable.
avec des petites divergences, etc., mais sans entrer dans ces détails. Une cohérence pendant 40 ans. Moyennant quoi, effectivement, les objectifs qui étaient ceux que George Kennan a fixés dès le départ ont été atteints, et à peu près d'ailleurs dans les termes qui étaient les siens. C'est extraordinaire. Mais dites-moi où se trouve une stratégie au Moyen-Orient. Dites-moi où se trouve une stratégie aujourd'hui en Russie par rapport à la Russie et l'Ukraine. Je ne vois que des actions et des réactions mécaniques. Je ne vois que des emportements idéologiques. On souffle, on joue sur les émotions. Je ne vois que des trahisons, des hypocrisies, où on dit qu'on fait ceci et on va faire le contraire une fois que les émotions seront retombées. Est-ce que c'est ça la stratégie? C'est le contraire de la stratégie. Est-ce que c'est de la stratégie, je ne veux pas polémiquer, est-ce que c'est de la stratégie ou de la politique de dire qu'on va, pour lutter contre l'État islamique, ce qu'on appelle l'État islamique, qu'on va chercher à atteindre des objectifs en Irak, mais pas en Syrie, par exemple? Est-ce que c'est ça de la stratégie? Pour faire une stratégie, il faut avoir des objectifs clairs, des objectifs atteignables, c'est-à-dire dont on pense qu'ils sont raisonnablement atteignables à l'issue d'un raisonnement. Il faut mettre en œuvre des moyens, il faut contourner des forces antagonistes et tenir dans la durée. Donc il faut avoir, surtout plus c'est complexe, plus c'est lent. Et la semaine dernière, nous avions quelques-uns à avoir une petite réunion avec le roi Abdallah de Jordanie, qui est un homme tout à fait remarquable d'ailleurs, et qui faisait observer que si on voulait, qu'une fois qu'on a détruit, par exemple, toutes les oppositions, comme je le disais tout à l'heure, à Assad, Saddam Hussein, etc., si l'on voulait construire des oppositions crédibles pour pouvoir prendre une relève, mesdames et messieurs, ça prend des années, un travail comme ça. C'est un travail qui doit être soutenu pendant des années et des années. Ne nous étonnons pas qu'on ne veut pas trouver par génération spontanée des forces capables de relever des dictateurs déchus quand on a massacré et éliminé toutes les oppositions qui existaient avant. Et ne faisons pas semblant de croire que c'est possible. Et donc, quand certains objectifs ne peuvent pas être atteints, il faut aussi savoir faire des compromis. Et les compromis ne sont pas nécessairement des compromissions. J'arrête là, mais j'espère vous avoir dit 2 ou 3 idées qui me paraissent importantes, mais qui ne sont pas populaires, parce que la tendance naturelle des hommes n'est pas de raisonner stratégiquement. La tendance naturelle des hommes, c'est de raisonner, c'est de réagir émotionnellement. C'est l'émotion, et c'est vrai souvent aussi dans les affaires personnelles, n'est-ce pas? La plupart des hommes agissent et réagissent en fonction de leurs émotions, quitte à se dire plus tard, ah, si j'avais su, j'aurais dû, s'il avait pu, j'aurais pas pu, etc., etc., etc. Agir stratégiquement, c'est difficile, parce que c'est contraire, encore une fois, à l'instinct spontané de la plupart d'entre nous. Et pour les démocraties, c'est encore plus difficile parce qu'il y a la politique, les élections, et j'en passe, et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez terminé avec une excellente question. On aura le temps de revenir sur ces questions, peut-être avec, à l'égard particulier de l'Europe et la capacité de l'Europe d'agir stratégiquement de façon cohérente. Mais on revient à cela après. Je passe la parole à Jean Pisani-Ferry pour prendre... J'ai envie de vous poser une question ou de vous lancer dans une perspective un peu différente, parce que là, on a entendu un tour d'horizon assez pessimiste. Les zones de risque que vous avez pointées, et souvent quand on pense aux pays émergents, c'est plutôt une histoire un peu plus encourageante. A good news story, comme on dit en anglais. Les pays émergents du point de vue économique, quelle est la perspective et le risque? Merci à l'IFRI de m'avoir invité pour participer au débat à l'occasion de la publication de Ramsès. Après le tour de force de Thierry, il faut essayer aussi de parcourir
je vais essayer de parcourir un peu différemment, en me centrant sur les questions économiques, à partir de la question de Sophie. Ce qui est frappant, quand on prend un peu de recul, c'est qu'effectivement, on vit sur un certain nombre de fondamentaux qui sont inchangés. Alors, ça dépend. Depuis la montée des émergents, le sentiment que le rattrapage est une force inexorable, ça fait probablement un quart de siècle. On peut dater ça d'environ 89, c'est la fin de la chute du mur, c'est Tiananmen, c'est le passage à une nouvelle phase marquée par la prédominance de l'ouverture économique et le rattrapage. La question du système économique international et de sa stabilité, on vit avec depuis 70 ans, depuis c'est l'anniversaire de Bretton Woods, donc un système multilatéral relativement stable et ouvert qui organise l'indépendance entre les pays. Et puis, du côté européen, le fondamental est là depuis un peu moins de 60 ans avec la communauté ou l'Union européenne dans ses différentes formes successives. Et il me semble qu'aujourd'hui, inévitablement, on s'interroge sur la réalité de ces trois dimensions, de ces trois faits structurants du monde économique dans lequel nous vivons. Et ça fait un peu écho à un certain nombre d'interrogations Thierry, et puis ça fait écho à la publication de Ramsès. Alors je commence par le défi des émergents, justement. On a tous en tête ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années, c'est quand même extraordinairement impressionnant. Une part dans le PIB mondial qui passe d'un tiers à plus de 50% pour les émergents, le taux d'extrême pauvreté qui est divisé par 2, la taille de la classe moyenne mondiale qui double, passant d'1 milliard à 2 milliards, avec une composition qui change. Cette classe moyenne mondiale, elle était surtout européenne et américaine, 2 tiers, elle est maintenant moitié constituée de citoyens d'autres continents. Donc, on a l'impression de quelque chose d'une force très très grande. En même temps, c'est vrai, c'était le dossier de l'Economist il y a une semaine dernière ou la semaine précédente, le ralentissement est clair. Et on se pose la question du coup de savoir si c'est un phénomène conjoncturel ou un phénomène structurel. Alors je vous rappelle, la croissance des pays émergents en développement en 2006-2007 était supérieure à 8%. On a eu le choc. Le choc, c'était un choc commercial, c'était un choc financier, donc le rebond a été vif. Et on s'est dit, les pays émergents ne sont pas atteints par le choc que connaissent les économies avancées, qui est un choc durable du fait du poids de mauvais état du système bancaire, des problèmes d'endettement que ça a révélé. Ce sont des pays qui ont très peu de dettes, donc en fait ils vont repartir et simplement ils vont muter vers un mécanisme de croissance plus fondé sur la demande intérieure, moins tributaire du commerce international, des exportations vers le marché américain, et ils vont devenir le nouveau moteur de l'économie mondiale. Sauf que, effectivement, on a eu un rebond en 2010, mais sur la période 2012-2014, on va avoir une croissance qui va être inférieure à 5%. Si on tient compte de la démographie, si on tient compte du fait que la Chine, imperturbablement, a la croissance qui a été annoncée par le leadership du pays, par le leadership, comme on dit, c'est-à-dire 7,5%. Et donc la Chine est un peu un cas exceptionnel, assez artificiel, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments de la croissance chinoise qui tiennent à la capacité de faire de la relance avec une discipline remarquable. Mais enfin, pose des problèmes de suraccumulation de capital, de suraccumulation de la construction immobilière, etc. Si on enlève déflate du fait que la Chine a cette croissance remarquable, eh bien, il y a des questions sur la productivité, sur les facteurs qui sous-tendaient la croissance des pays émergents, et les interrogations qu'on a eues à la fois sur l'Inde, sur le Brésil, sont bien le du fait que les certitudes sur lesquelles on vivait étaient peut-être un peu excessives, et on avait probablement vécu une certaine bulle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on
on atteint le middle income trap, est-ce que ça veut dire que ce phénomène de rattrapage est épuisé? C'est sûr que, et notre propre expérience européenne le montre, que de converger vers le niveau de par-tête des pays les plus avancés, d'atteindre la frontière, c'est extrêmement difficile. Il faut se rappeler que nous sommes loin d'être à la frontière du pays de par-tête, même qu'on recule depuis un certain temps. Par rapport aux États-Unis. Donc ça montre bien qu'on peut avoir des phases de convergence, mais qui s'arrêtent avant d'avoir atteint le niveau de développement des pays les plus avancés. Et bon, bien sûr, on est très très loin de ça lorsqu'on parle des pays émergents, mais ça montre bien que la convergence ne se fait pas automatiquement vers le sommet. Moi, il y a tout de même deux choses qui me rendent assez confiant. D'abord, je suis extrêmement impressionné par l'investissement éducatif des pays émergents. Je pense que si on prend du recul, si on regarde l'effort éducatif qui est fait dans ces pays, si on regarde l'investissement universitaire qui est fait, que ce soit par la mobilité des étudiants, par la construction d'institutions universitaires, j'ai plutôt tendance à dire que c'est nous qui devons nous inquiéter de notre sous-investissement éducatif par rapport à beaucoup de pays dans lesquels l'investissement dans la connaissance est absolument considérable. On voit aussi que le développement scientifique fait que dans un certain nombre de secteurs, on atteint la frontière. Et plus dans des économies d'innovation, on transite vers des économies qui sont plus des économies d'innovation. Et puis, je trouve que du point de vue des institutions économiques, le progrès en général des pays émergents est remarquable, c'est-à-dire leur capacité de construire des économies dans lesquelles, à la fois du point de vue macroéconomique, du point de vue de la du réglage macroéconomique, qui étaient traditionnellement des points faibles, et à la fois du point de vue des conditions plus microéconomiques, de la concurrence, de l'articulation entre concurrence et intervention publique, les progrès ont été absolument remarquables, à tel point que certains, comme un économiste a remarqué, comparant la qualité des institutions entre les pays émergents et les pays avancés, que la qualité des institutions des pays émergents avait dans l'ensemble des cas dépassé celle des pays avancés. Donc je dirais moins de pessimisme que suggère la conjoncture, même s'il y a évidemment des questions. Et en tout cas aussi, pas de pessimisme sur la classe moyenne mondiale, parce qu'il y a des très fortes non-linéarités. C'est-à-dire que même avec une croissance ralentie, il y a de plus en plus, que cette croissance se fait, de plus en plus de gens qui passent dans la zone des 10 à 100 dollars de dépenses quotidiennes qui correspondent à la définition de la classe moyenne mondiale. Et c'est très forte non-linéarité, mais ça fait qu'il y a des marchés qui se créent, qui se développent, qui sont en expansion. Donc même avec une croissance ralentie, il y a là des potentiels, il y a là une transformation qui est absolument considérable et qui va perdre d'ailleurs avec ce que je disais sur aussi l'éducation. Deuxième question sur la fragmentation internationale, donc sur les institutions, ce que je disais sur les institutions de Bretton Woods. Alors c'est vrai qu'on a des phénomènes assez inquiétants, dont aucun n'est de l'ordre de la rupture, mais dont tous sont de l'ordre du délitement, de l'affaiblissement. Que l'on regarde le commerce international avec la montée, la généralisation des accords régionaux et l'affaiblissement vraiment marquant de la capacité en tout cas de créer des règles au niveau multilatéral. Que l'on regarde les questions financières internationales, la capacité de mettre en œuvre la réforme du FMI, alors ça c'est les États-Unis évidemment qui sont responsables, et du coup ce que ça suscite comme dissidence à l'égard du FMI avec les institutions de Bretton Woods, avec symboliquement la création de la banque des BRICS. Que l'on regarde là aussi le comportement des États-Unis avec, même si ça peut être parfaitement justifié dans ce point de vue juridique, le fait que le monde a reçu le message à plusieurs reprises que lorsqu'on utilise le dollar, on croyait utiliser une monnaie internationale, mais qu'en fait on utilise la monnaie d'un pays particulier, donc ça emporte un certain nombre de
conséquences du point de vue de l'ordre judiciaire auquel on se soumet. C'est quand même un message très fort qui est lancé à l'ensemble du monde, et sans jugement aucun sur les cas particuliers auxquels c'est appliqué. Que l'on regarde les questions financières, des questions bancaires, avec la découverte qu'en fait, ces banques qu'on croyait internationales sont en fait national in debt, comme on l'a bien dit, comme l'a dit Charles Goodhart, absolument, c'est Charles Goodhart. Et donc c'est aussi un facteur qui marque la prédominance du fait national dans la gestion de la régulation financière et dans la gestion des crises bancaires. Donc on a une situation de ce type, et au fond, l'arrière-fond, c'est évidemment un arrière-fond qui est un arrière-fond de retour vers une situation dans laquelle il n'y a plus de puissance dominante de manière évidente du point de vue, en tout cas, de son PIB. Si vous regardez le niveau de PIB de la première puissance mondiale par rapport à la deuxième, il y a eu un croisement au début du XXe siècle. On a de nouveau un croisement qui s'est produit avec la montée de la Chine. Donc on a de nouveau une situation qui est intrinsèquement une situation sans stabilité hégémonique, comme disait une certaine théorie de l'ordre international. Et donc ça crée une situation incertaine. Alors est-ce qu'il faut être pessimiste? En même temps, j'ai l'impression que personne n'a très envie que cet ordre international vole en éclats. On est plus dans une situation dans laquelle un certain nombre d'éléments restent là. Après tout, la capacité de résister au protectionnisme qu'on a eu en 2009-2010 a été remarquable. Personne ne joue vraiment un jeu de sécession, de rupture par rapport à cet ordre économique international. Mais il n'y a plus de dynamique. Il y a moins de capacité de réaction, il y a probablement moins de capacité de gestion des crises, et donc tout ça crée des éléments de fragilité, encore une fois, sur un fond de situation qui va durer 1 ou 2 décennies, dans laquelle on aura des équilibres qui se modifient, et sans que s'affirme une puissance ou même un groupe de puissances prenant en charge tout ce qui est des externalités dans la gestion de l'ordre international. Alors, le troisième point, c'est évidemment ce qui touche à l'Europe. Je disais, le troisième élément structurant de notre paysage, c'est le paysage européen. Dans le rapport que faisait allusion secrétaire, ou plutôt dans la note introductive que j'avais préparée à l'été 2013 pour le séminaire du gouvernement, je disais que pour la première fois, il y a plus d'incertitude en Europe qu'il y a d'incertitude sur l'évolution globale. On avait l'habitude que l'Europe ce soit l'élément de certitude dans un monde qui était très incertain, et l'ordre s'était inversé. C'était peut-être un peu excessif, surtout au regard de tout ce qu'on a vu, mais ça manifestait tout de même l'irruption d'éléments d'incertitude sur le devenir européen dans une situation qui était une situation marquée par toutes les crises qu'on a connues. Alors pourquoi ce jugement? À la fois, on a montré dans la crise une capacité de réaction, une capacité de survie qui a été remarquable, puisque les problèmes à surmonter ont été des problèmes très lourds. Il n'y avait absolument pas d'appareil de gestion des crises, la conception de la gestion des crises. On a inventé tout ça dans le feu de l'action, et on a été capable de l'inventer et d'organiser une réponse. En même temps, on voit que ce qui s'est révélé dans cette crise de la zone euro, ce sont des problèmes profonds. C'est-à-dire que c'est une crise de nature constitutionnelle dans laquelle on a été amené à réinterroger à chaud un certain nombre des fondements sur lesquels on vivait. C'est une crise qui a manifesté et qui manifeste encore aujourd'hui le fait qu'on peut avoir des lectures extrêmement différentes de la situation, et que finalement l'interprétation qui a été donnée de la crise de la zone euro diffère profondément selon les pays. Et donc ça nourrit des perceptions de ce qu'il faut faire à l'avenir qui ne sont plus convergentes. Donc on avait un certain modèle intellectuel vers lequel, malgré tout, on convergeait. Quand je suis pessimiste, je fais une analogie, et c'est ici qu'il faut la faire, avec, vous savez, cette fameuse affaire de
Suez, lorsque les Français et Britanniques sont allés à Suez, et puis ils ont découvert, ils ont même subi le même choc, mais ils en ont tiré deux conséquences absolument opposées, les uns disant il ne faut rien faire avec les Américains, les autres disant il ne faut rien faire sans les Américains. Parfois je me demande si la crise de la zone euro, c'est pas un peu notre Suez économique, c'est-à-dire avec des conséquences qu'on en tire selon les pays qui sont extrêmement différentes, parce qu'on a des lectures extrêmement différentes. Donc là, il y a un élément de fragilisation, en même temps que se pose de manière, il me semble, particulièrement aiguë, une question qu'au fond on a toujours voulu ne pas poser, qui était la question du pouvoir. L'Europe, c'était une construction communautaire, c'était une manière de ne pas poser la question du pouvoir, d'organiser, de l'égalité. Et cette crise révèle tout de même une asymétrie que l'euro lui-même avait voulu corriger, puisque la situation des années 90, c'était une situation d'asymétrie monétaire extrêmement forte. L'euro, c'est une tentative pour corriger, effacer cette asymétrie, et cette asymétrie ressurgit sous forme d'asymétrie réelle dans la crise. Donc il me semble qu'on doit accepter que, au-delà de telle ou telle question spécifique sur comment répondre à la situation actuelle, on en parlera peut-être, quelle est la nature des problèmes conjoncturels que nous avons, sur quel développement institutionnel on souhaite, sur quel degré de solidarité, etc. On a des questions plus profondes et qui sont manifestées aussi par le doute qu'ont exprimé les électorats dans les élections européennes. Alors, on peut se rassurer en disant qu'un choc aussi violent n'a pas provoqué de sortie, n'a pas provoqué de sécession, y compris par la part de pays qui ont subi des récessions qui se mesurent aux pires crises qu'ont connues les pays en développement et les pays émergents dans les décennies antérieures. Ceci montre une force d'attachement. Il faut aussi se dire que les fragilités qui ont été révélées nous imposent de réfléchir à la manière de les corriger et surtout à ce qui est sous-jacent. Pour conclure, et je suis déjà trop long, pardon, sur la France, parce que tout ça, en fait, moi j'étais conduit à cette analyse dans le cadre d'une réflexion sur la France. Il me semble que la difficulté pour nous, c'est que nous sommes un pays qui a toujours tendance à avoir une vision assez pessimiste de son environnement économique international, qui a toujours tendance à voir plus les risques que les opportunités, qui a tendance à voir plutôt les raisons de se protéger que les raisons de s'aventurer à l'extérieur. Et donc là, est-ce que dans cette situation, il faut donner raison à ceux qui doutent de la mondialisation? Je crois que sur l'aspect pays émergent, nous aurions un très grand tort à ne pas comprendre que même si l'avenir est moins certain qu'il n'apparaissait il y a quelques 5 ans, même si c'est le cas, la mutation que représente la mondialisation des classes moyennes et le fait qu'on ait une demande nouvelle de la part de ces consommateurs des pays émergents, c'est une mutation qui, pour la France, crée une situation plus favorable, plus facile que la mondialisation des producteurs, dans laquelle, essentiellement, on avait des producteurs qui achetaient des biens d'équipement et qui allaient, avec leurs produits, satisfaire la demande des consommateurs américains. C'était quand même une configuration dans laquelle on avait un peu de mal à situer. Donc la mondialisation moyenne, on a beaucoup plus de chances de situer et il ne faudrait surtout pas rater sous la raison, le prétexte que tout ça est aussi porteur d'incertitude, on ne va pas rater cette vague qui nous offre la chance de nous insérer mieux qu'on l'a fait dans les 2 ou 3 dernières décennies. Sur les questions européennes, il me semble que, malgré toute la difficulté qui est la nôtre en ce moment, jamais qu'on oublie qu'on est un acteur essentiel. Que nous ne subissons pas ce qui se passe, nous en sommes, et tout le monde nous regarde comme un acteur essentiel. Donc un acteur essentiel qui peut être en difficulté, mais pas un acteur qui considère son environnement comme un donné. Nous façonnons notre environnement européen, et de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité
considérable. Enfin, sur notre propre attitude par rapport à l'ouverture au sujet de compétitivité, bon, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il faut le regarder aussi comme un moment de vérité pour le pays par rapport à la question de l'ouverture internationale, la question de la compétitivité. Alors, on peut avoir toutes sortes de discussions sur le fait de savoir est-ce que les politiques de compétitivité sont bonnes ou pas bonnes. Il n'empêche que c'est un moment dans lequel, de nouveau, le pays prend conscience du fait qu'il y a là une question sur les conditions de son insertion internationale, et il me semble, sort un petit peu de ce qui était une vision, à mon avis, très dangereuse, très incohérente, consistait à dire la mondialisation se déroule, chacun d'entre nous essaye de se mettre à l'abri de cette mondialisation, et puis il y aura probablement quelques producteurs qui vont continuer à exporter, qui nous permettront de financer nos importations. Donc ça, c'est une image qui était fausse, qui s'est brisée ces derniers temps, dans lesquels il y a une prise de conscience collective du fait que la compétitivité, c'est même pas seulement l'affaire de quelques entreprises exportatrices, c'est l'affaire du pays pris dans son ensemble, de son économie prise dans son ensemble, et y compris d'ailleurs des secteurs qu'on appelle des secteurs abrités de la concurrence internationale. Enfin, en réalité, ils participent aussi à la compétitivité. Donc il me semble qu'il y a un moment de vérité de ce point de vue-là, sur lequel il faut accepter la difficulté, l'effort que ça demande. Mais il me semble aussi que l'orientation vers effectivement une ouverture, l'orientation vers une réponse pour une cause de compétitivité est quelque chose d'essentiel qui est en train de se passer. Merci. Merci beaucoup pour ces propos très complémentaires. On a vraiment deux sujets, deux experts, c'est formidable. J'ai envie de revenir à Thierry de Montréal pour explorer un peu plus cette question passionnante, la question de la cohérence, la capacité de l'Occident d'agir de façon cohérente sur le plan stratégique. On pense, vous avez mentionné l'État islamique, il y a la Syrie, il y a ce qui se passait en Libye il y a 2-3 ans. L'Ukraine, à chaque moment, on voit la réponse, soit à Washington, soit en Europe, une absence de cohérence. Est-ce que nous, les Européens, on est capables de trouver une ligne cohérente sur ces questions, ou est-ce qu'on est condamné à avoir des réponses parfois improvisées, mais surtout pas cohérentes? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord répondre à une question que vous m'avez proposée en réagissant. Non, oui, bon, ça c'était un coup que le général de Gaulle faisait couramment dans ses conférences de presse, peut-être que certains s'en souviennent. Bon. Mais non, je voudrais réagir enfin plutôt ajouter un point à ce qu'a dit Jean, qui est cohérent avec l'inquiétude qu'on peut avoir en général sur la mondialisation. Bon. D'abord, en ce qui concerne les BRICS, les pays émergents, on s'est tout de même fait quelques illusions, en sous-estimant sans doute les changements structurels de certains d'entre eux. L'exemple type, c'est le Brésil. Le Brésil, dont le général de Gaulle, décidément, disait oui, le Brésil, pays plein d'avenir et qu'il restera longtemps. Vous savez, c'était la fameuse formule du général de Gaulle. Et on voit que le Brésil se retrouve aujourd'hui en difficulté parce que, à cause de la politique d'ailleurs, hein, la grande difficulté de soutenir dans la durée, on vient toujours à la même idée, le temps, la durée, de soutenir des programmes cohérents dans la durée. Et si je comprends bien la situation politique immédiate du Brésil, les deux candidats, ou plutôt candidates qui sont actuellement en lice, aucune des deux ne paraît particulièrement rassurante de ce point de vue-là sur la politique économique, la gestion de l'économie future. Alors ça, c'est un point. L'autre point qui fait le lien entre la politique et l'économie, c'est l'usage politique de l'économie. Alors, Jean a fait une allusion en termes extrêmement courtois sur les problèmes posés par l'amende de BNP Paribas.
qui naturellement dépasse très largement le cadre de banques incriminées. Mais je pense également à la question des sanctions, c'est-à-dire l'usage des sanctions un peu, ce qui rejoint au thème, n'est-ce pas, de la difficulté d'élaborer une stratégie. On voit bien que même d'ores et déjà, hein, sans même faire l'hypothèse que l'escalade se poursuivrait, ce qui s'est déjà produit entre la Russie et les Occidentaux va laisser des traces extraordinairement durables. Ça va laisser des traces extraordinairement durables. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être que le début de l'histoire à certains égards, parce que même s'il n'y a pas de sanctions nouvelles, ou même si les sanctions déjà décidées sont appliquées d'une manière approximative ou pas appliquées du tout dans certains cas, il va y avoir par exemple l'hiver prochain un problème énorme en Ukraine qui va être tout simplement le problème du chauffage, le problème du gaz. Et on n'imagine pas la Russie livrant gratuitement du gaz, ou alors demander aux Occidentaux de payer la facture, et je doute que les Occidentaux, Européens ou Américains, soient disposés à payer cette facture. Mais qu'est-ce qui se passera si, par exemple, les Ukrainiens font en sorte que le gaz russe ne puisse pas être livré à l'Europe occidentale? C'est un scénario, mesdames et messieurs, qui ne s'est jamais produit pendant la guerre froide. Jamais produit pendant la guerre froide. Moi, je me souviens d'avoir été appelé au Congrès américain pour to testify sur les questions énergétiques en 1980. En 1980. Bon. Et même à des moments particulièrement sombres de la guerre froide, l'idée qu'il puisse y avoir une interruption de livraison de l'énergie soviétique, en l'occurrence, était quasiment exclue par tous les experts. Et en 2014, on risque de se retrouver dans une situation de ce genre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Et je trouve qu'on joue la question de l'interaction entre politique et économique, une question majeure. Alors maintenant, sur la question de l'Europe. Bon, d'abord, il y a l'Europe, mais l'Europe, c'est une construction extraordinaire. Moi, je suis de ceux qui tiennent la construction européenne comme le bien le plus précieux sur le plan politique de la fin du XXe siècle. Mais là encore, ne sous-estimons pas la dimension de la durée. Il faut, pour unifier déjà les politiques économiques, c'est une tâche de longue haleine, et l'Europe, l'Union européenne, la communauté, comme on disait avant, a toujours mis la charrue devant les bœufs. C'était un mode stratégique, y compris d'ailleurs pour l'euro, puisque justement on n'a pas voulu au départ prendre les décisions politiques qui auraient assuré au départ la pérennité de l'euro. C'est toujours l'idée que c'est après coup qu'on prend les mesures pour faire que ce qui a été fait soit durable face aux conséquences de l'échec. Mais si c'est déjà difficile sur le plan économique, ça l'est encore beaucoup plus sur le plan politique. Et pour unifier des politiques étrangères, on peut faire des bricoles, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le service d'action extérieure, et cela est une affaire là aussi de décennies. Donc n'imaginons pas que même dans les années qui viennent, il y aura une fusion des politiques étrangères de l'Allemagne, de la France, sans parler de la Grande-Bretagne. C'est tout à fait le mieux qu'on puisse avoir, c'est de limiter des incohérences. Donc la question de la durée est très importante. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de leader. Parce que s'il y a un leader, en l'occurrence les États-Unis, à ce moment-là, les autres encore, ils peuvent suivre. Mais qui allons-nous suivre? Parce que nous, encore une fois, la construction européenne, c'est une affaire de décennies. Il va falloir encore 50 ans, au moins, pour arriver à quelque chose d'unifié sur ce plan-là. Entre-temps, qui peut-on suivre? Eh bien, le seul pays que l'on puisse a priori envisager de suivre, c'est les États-Unis. Mais encore faut-il que les États-Unis aient, on en revient à la cohérence stratégique, mais les États-Unis n'ont plus de cohérence stratégique depuis la fin de la guerre froide. Et moi, je ne leur en veux pas, ça se comprend bien, parce qu'il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts. Et ça soulève énormément de difficultés. Le temps, la durée, c'est ce que nous avons constamment tendance à ignorer et à sous-estimer.
Merci. Juste pour revenir à votre point sur l'unification de la politique étrangère. Au-delà de ces questions, c'est évidemment quelque chose pour le long terme, mais même entre capitaux, donc entre Londres et Paris, qui sont les deux grandes puissances stratégiques de l'Europe militaire, nous avons beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur sur la réponse stratégique. On voit ça, on a vu les deux pays collaborer très très bien en Libye. Mais pour l'après. Ça, c'est effectivement très intéressant. Mais d'abord, ne sous-estimons même pas les contradictions qu'il peut y avoir en politique étrangère dans la durée à l'intérieur d'un même pays. La France, par exemple, a essentiellement deux grandes traditions de politique étrangère, qu'on va appeler pour simplifier l'atlantisme et le gaullisme. Nous avons souvent oscillé entre les deux. La France a été gaulliste avec le général de Gaulle, elle est restée encore un peu avec Pompidou, puis ensuite, progressivement, ça a évolué, et aujourd'hui, par exemple, il est tout à fait clair que la France est dans une phase très nettement, très franchement, très carrément atlantiste. Est-ce que d'ailleurs c'est mieux pour autant? Chacun peut en discuter. Je recevais l'autre jour le président tchèque, Miloš Zeman, et c'était tout à fait extraordinaire, parce que dans le débat que nous avions, c'est un homme d'ailleurs tout à fait intéressant, mais sur tous les points, il disait strictement le contraire de ce que disait son prédécesseur Václav Klaus. Le contraire absolu. Donc, vous voyez, à l'intérieur même d'un même pays, il peut y avoir des variations dans la durée. Alors, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et la France, moi je dois dire que je n'ai toujours pas compris l'accord assez curieux, d'ailleurs, historiquement, qu'il y a eu entre la France et la Grande-Bretagne sur la question libyenne, par exemple. Et si vous pouvez m'expliquer ça, d'ailleurs, je serais tout à fait ravi. Mais, en tout cas, cet exemple est intéressant parce que, et montre, comme vous venez de le dire, une double incohérence. La première, c'est une non-cohérence dans la durée, toujours la durée, c'est-à-dire on a agi à court terme sans se poser la question du long terme, alors que je pense que tous les gens qui connaissaient un tout petit peu la situation de la Libye savaient que la Libye allait éclater. C'était une évidence. Et on savait que la Libye éclatant, ça allait avoir des effets sur le Sahel. Tout ça était une évidence. Il n'y avait même pas besoin d'être un expert approfondi de ces régions. Donc, une première incohérence, mais la seconde incohérence, c'est par rapport au droit international. Nous nous présentons, nous, occidentaux, comme les grands défenseurs du droit international, et si d'autres n'appliquent pas le droit international comme nous voudrions qu'il le soit, nous n'hésitons pas à leur tomber dessus. Mais nous n'avons pas respecté le droit international dans le cadre de la Libye. Nous avons renversé le régime, et ce n'était pas le mandat qui avait été donné dans le cadre de l'ONU. J'en connais que c'était une situation très délicate. Mais le droit international, on l'applique aussi de façon extrêmement sélective. Et ça me ramène d'ailleurs à la Russie, parce que les Russes sont évidemment, ils s'enfoncent dans la brèche quand ils constatent, à chaque fois qu'ils constatent des divergences de ce genre. Donc, même quand on est proche, on peut commettre des erreurs. Malgré la complémentarité, d'ailleurs, on commet des erreurs, mais encore une fois, je l'avoue devant tout le monde, je n'ai pas compris, je n'ai toujours pas compris les raisons profondes pour lesquelles Paris et Londres, en l'occurrence, se sont entendus sur ce point, sur cette question. Pardon ? Sur la Libye ? Oui. Oui, sur la Libye. Oui, et c'était peut-être une partie de l'explication, c'était la question des hommes, des leaders en place en ce moment-là qui avaient une convergence peut-être de vues improbable. Et si vous me permettez, je rajouterai encore un mot. Il faut bien voir que, particulièrement dans le système démocratique, fait que les gens qui sont portés au pouvoir le sont pour des raisons qui n'ont rien à voir généralement avec la connaissance de la politique internationale. En général, ils n'y connaissent rien quand ils arrivent aux affaires. Et même aux affaires européennes. Par exemple, même en Allemagne, moi je me souviens, aujourd'hui nous célébrons Schröder, et je pense qu'en effet, Schröder restera pour un grand chancelier. Mais je rappelle d'abord que dans les 2 premières années de son premier mandat, il s'intéressait
absolument pas aux questions internationales, il ne s'intéressait même pas aux questions européennes. Et faut-il rappeler aussi, même en matière économique, que l'Allemagne et la France se sont entendus au moins pendant un temps pour ne pas respecter les critères de Maastricht et donc partagent aussi une responsabilité au moins au départ dans ce domaine. Donc, et le problème dans un pays comme la France, qui reste très monarchique en ce qui concerne la politique internationale, c'est que, compétent ou pas, c'est le président qui décide. Il y a extrêmement peu de débats. Vous le savez mieux que quiconque sur ces questions. Oui, et ça nous frappe également de voir que demain, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y aura le débat sur les opérations militaires contre l'État islamique. Mais c'est un débat sans vote. Ça changera quelque chose. Pas du tout, c'est pour ça que j'ai dit sans vote. Mais le vote britannique, dans le cas de la Syrie l'année dernière, était précisément un problème. Un problème pour l'action et une partie de l'explication de cette absence de réponse cohérente vis-à-vis de la Syrie et le régime de Bachar al-Assad. Pour revenir aux questions économiques, je voulais vous écouter un peu plus sur ces questions de la décélération, si on peut dire ça, de la croissance dans les pays émergents, qui est très frappant et très intéressant. Et la question de est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans ces pays-là, la construction de la protection sociale est un grand facteur dans cette décélération ou pas? Je pense notamment pour la première fois, ces pays sont obligés de réfléchir à la retraite, à la mise en place de certaines formes de protection qui n'existaient pas. Est-ce que ça, c'est un facteur dans au-delà de toutes les forces mondiales qui contribuent à cette décélération? Je voudrais d'abord peut-être rester sur le sujet précédent et la question que vous avez posée, qui était est-ce que les démocraties sont capables d'avoir un comportement stratégique? Moi, il me semble que oui. C'est-à-dire, il me semble que la réponse que nous donne l'observation, c'est oui. On peut remonter loin, bien sûr, mais on peut remonter à l'après-guerre et au comportement américain, on peut remonter au comportement des Européens, qui ont quand même construit quelque chose qui ne correspondait pas, ne répondait pas à une demande populaire à laquelle ils auraient voulu apporter une réponse qui corresponde au choix des électeurs. Au contraire, enfin, ça a été un projet stratégique qu'ils ont conduit. Alors ensuite, on peut s'interroger, et je m'interroge sur ce projet, mais le fait est que les projets stratégiques de grande ampleur, poursuivis sur plusieurs mandatures, ont été conduits récemment par des démocraties. Alors, ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est le degré de division à l'intérieur de plusieurs de nos pays sur ces orientations. C'est le problème britannique, c'est le problème émergent français qui ressemble au problème britannique. C'est que Harold James a dit que les deux pays qui ont envoyé des grandes délégations eurosceptiques au Parlement européen, c'était les deux pays qui avaient eu les grands empires coloniaux. Donc il y a peut-être des éléments de l'histoire qui se rappellent à nous. Mais il me semble qu'à travers une situation effectivement de division profonde, à l'intérieur des partis, etc., qui est le genre de situation qu'on connaît dans nos pays, à ce moment-là, il y a effectivement des facteurs de paralysie de la décision, de paralysie de l'action stratégique qui peuvent être plus forts. Mais l'Allemagne ne connaît pas ça aujourd'hui. Regardez la manière dont Mme Merkel a conduit son action au cours des dernières années. On ne peut pas dire qu'elle ait été... alors elle a négocié avec son opinion, elle a négocié avec les différentes préventions, ça l'a conduit peut-être à agir trop tard, dans un certain nombre de cas, ça a peut-être conduit à ce que la crise soit à certains égards plus grave que ce qu'elle aurait pu être, enfin on peut lui faire un certain nombre de reproches, mais on ne peut pas nier que, malgré tout, elle a conduit une action stratégique sur ce qui paraissait être la bonne réponse à la situation. Maintenant, sur les questions, je ne sais pas si vous parlez du vieillissement ou si vous parlez de la protection sociale.
semble qu'il y a effectivement de grandes questions sur le fait que certains de ces pays vont être vieux avant d'être riches. Hein, c'est le problème chinois. Et ça, c'est pas un problème qui tient à la protection sociale, c'est un problème qui tient à des facteurs plus lourds. Et ça, c'est évidemment inédit dans l'histoire du développement. C'est-à-dire qu'en histoire du développement, ça a toujours été une histoire de pays jeunes qui avaient au contraire à répondre, et c'est toujours le cas pour un certain nombre d'entre eux, à une pression démographique très forte. Bon, là, on a des cas, alors c'est beaucoup plus le cas de la Chine que le cas de l'Inde, qui ont une démographie quand même extrêmement différente, ou même des pays d'Amérique latine. Enfin, on a globalement un vieillissement qui est un vieillissement généralisé et qui arrive tôt dans les phénomènes de développement. Construire des institutions de protection sociale qui vont répondre à ça, les construire de manière efficace, c'est un enjeu pour ces pays, et c'est un enjeu dans lequel ils vont peut-être nous donner des leçons, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être, parce que précisément ils sont soumis à un certain nombre de contraintes, ils ont plus la conscience de la nécessité de la poursuite du développement, peut-être qu'ils vont vanter des solutions qui sont plus efficaces que les nôtres. Mais je ne crois pas qu'on puisse opposer l'un et l'autre. Il me semble que la question, c'est la nature d'une institution. D'ailleurs, c'est intéressant de voir tout ce qui s'est passé dans un certain nombre de ces pays sur les questions de retraite, avec le choix entre différents régimes, le passage du régime par capitalisation, de répartition à des régimes par capitalisation, dans un certain nombre de cas, le retour à des régimes par répartition. On voit bien qu'il y a une recherche d'institutions de protection sociale qui sont adaptées à des situations, encore une fois, de développement qui se confrontent à la question du vieillissement. Et ça sera, est-ce que ça sera un facteur qui empêche la croissance ou un facteur qui contribue à une stabilité qui pourrait ne pas toucher la croissance? En fait, on sait très peu de choses en général sur le lien entre vieillissement et croissance. On a le sentiment qu'il y a des facteurs qui sont défavorables à la productivité, qui tiennent la capacité d'assimiler de la technologie, mais en même temps, on sait que dans des situations d'afflux démographique très important dans la population active, il y a des espèces de phénomènes d'engorgement, de limitation de la capacité d'apprentissage qui nuisent aussi à la productivité. Sur le plan de la demande, on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent être positifs, qu'il y a une manière en tout cas de répondre à des situations de vieillissement en créant une offre de services qui soit une offre de services à ce moment-là, dont on doit créer les conditions aussi d'efficacité de la productivité, d'assimilation technologique. Enfin, c'est tout l'enjeu dans nos économies déjà d'y répondre d'une manière qui ne soit pas un facteur de ralentissement inexorable des gains d'efficacité. Donc je pense que on n'a pas de vérité, il me semble, universelle là-dessus. On sait que ce sont des mutations qui peuvent être bien ou mal conduites et qui donc jouent sur effectivement la capacité de croissance, en tout cas obligent à découvrir, à défricher des sentiers qui ne sont pas des sentiers qui ont été défrichés dans le passé. Merci. On va peut-être ouvrir le débat à la salle et vous pouvez poser des questions à nos deux intervenants. Si vous avez la gentillesse de vous lever et vous identifier, je pense qu'il y a un petit micro qui se balade et poser la question à l'intervenant de votre choix. Nous avons monsieur dans le troisième rang, à ma droite. Voilà. Bonsoir, je suis un journaliste chinois, le plus grand pays émergent. Je vais vous poser une petite question. Il y a 5 jours, les Corses votaient pour l'indépendance. Il y a 2 semaines que la France... Contre l'indépendance. Contre l'indépendance. Il y a 2 semaines que la France a suspendu la livraison de navires Mistral à la Russie
ce que je veux dire, il y a une division maintenant très claire dans l'Union européenne. D'après moi, pendant la cérémonie de Omaha, la domination, excusez-moi, l'Allemagne et les Français, ce que je veux dire, M. Hollande et Mme Merkel, sont déjà poussés à éteindre le feu à l'Ukraine. Mais d'après moi, ça c'est les États-Unis qui utilisaient le MH17 pour relancer le conflit. C'est forcer la France pour ajouter la sanction économique, bien que c'est aussi un dommage pour la France. Et puis, les Britanniques, c'est justement un point de vue privé. D'après nous, les Britanniques veulent renforcer l'influence de l'OTAN pour changer la domination française, allemande dans l'Union européenne. Mais, Est-ce que vous avez une question? Excusez-moi. Mais pour moi, pour les Chinois, je crois que maintenant pour la France, la première chose, ce n'est pas la menace militaire de la Russie. Maintenant, la Russie ne veut pas comparer avec la Soviet Union. Donc, ce que je veux dire maintenant, pour les Chinois, on imaginait, on espère une relation plus équilibrée, mais malheureusement, on verra une nouvelle guerre froide. C'est-à-dire, l'Union européenne est en train de cesser la relation économique avec la Russie, et puis je crois que c'est aussi la Chine. Et les États-Unis sont en train de pousser le TPP et le TTIP pour une trans-pacifique et transatlantique. C'est... Pardonnez-moi, vous avez une question? Oui, je crois que la dernière question, c'est pour la France maintenant. Pour les Britanniques, c'est aussi maintenant pour la situation, quel est le rôle britannique joué dans l'Union européenne? C'est un part stratégique des États-Unis ou pas? Et pour la France, il faut accepter la pression extérieure ou il faut continuer à dépendre de la situation économique ici. Parce que vous savez, le Air France sont en train de en grève. Il y a plusieurs amis sont professeurs chinois, ne peuvent pas retourner en Chine. C'est pas parce que c'est pas pratique, c'est une imagination que pourquoi les Français maintenant sont permittistes. Et vous savez, l'interview de Sarkozy a attiré à peu près 32% de personnes sur le TV2. Pourquoi? Je crois que c'est une réaction des Français, de la population française. Merci beaucoup. Merci, beaucoup de questions. Je passe la parole à Thierry Demonville. Bon, tout d'abord, je vous remercie. C'est une intervention plus qu'une question, mais qui est très intéressante parce que j'ai une certaine habitude de parler, notamment avec des Chinois et en Asie, et je pense que les Chinois ont une vision tout à fait objective, non passionnelle, non passionnée de la politique internationale. Ils regardent ça sans état d'âme, et je pense que ce que vous venez de dire reflète en effet bien ce que les Chinois pensent, et très franchement, je crois qu'il y a une part de vérité. D'ailleurs, s'agissant des sanctions dont vous avez parlé, il se trouve que, je crois savoir que pour le nouveau train de sanctions qui a été adopté par l'Union européenne contre la Russie, si je suis bien informé, le seul pays qui a été vraiment favorable, c'était la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas totalement surprenant. Mais les autres ne l'étaient pas particulièrement. Le plus opposé, je parle des débats qui se sont déroulés à Bruxelles, au Conseil européen. Et ceux qui étaient les plus franchement opposés, c'était les Italiens, M. Renzi. Et je pense que
avait qui se sentait un peu obligé de montrer quelque chose, mais qui n'était pas forcément d'un grand enthousiasme. Mais ce qui est vrai, c'est comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu des pressions américaines énormes dans cette direction-là. Bon, on pourrait discuter énormément, mais il est vrai aussi que les intérêts économiques des États-Unis ne sont absolument pas les mêmes que ceux des Européens en cette matière. Bon, alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il n'existe pas de politique étrangère unifiée. Il y a beaucoup d'idéologie aussi dans ces considérations, de discours politiquement corrects, etc., etc., etc. Bon. Mais moi, je voudrais juste, et ça me permettra aussi de renvoyer la balle à Jean Pisani-Ferry, je voudrais juste revenir toujours sur la question de l'interaction entre la politique et l'économie. Bon. Vous avez, alors je reviens pour sur les sanctions, vous venez d'en parler, etc., etc. Mais vous avez mentionné, et vous avez bien fait, le TTIP, le TTIP de IP, voilà, et TPP, c'est-à-dire les négociations commerciales qui débordent d'ailleurs, transatlantiques dans un cas et transpacifiques dans l'autre. Tout le monde sait, et d'ailleurs c'est très largement débattu aux États-Unis même, que les motivations de ces deux grandes initiatives sont au moins autant politiques qu'économiques. Bon, je ne veux pas abuser du temps, mais dans le cas, par exemple, du TTIP, il faut bien voir qu'il n'y a pas d'institution. On a souligné toujours l'importance des institutions. Et en effet, là, je suis absolument d'accord avec Jean Pisani-Ferry. Si l'Union européenne existe toujours, c'est parce qu'il y a des institutions extrêmement fortes, bon, qui peuvent sombrer d'ailleurs, mais enfin qui ne sombreront pas facilement, c'est déjà ça. Bon. Mais entre les États-Unis et l'Europe, à part l'OTAN, il n'y a pas d'institution. Et c'est pour ça que le renforcement de la recherche d'une institutionnalisation de liens plus poussés sur l'économie, le commerce, les investissements maintenant, ça fait partie aussi de cette recherche, comment consolider des liens qui par ailleurs sont assez fragiles. Mais derrière tout ça, il peut y avoir aussi des effets de domination. Il est certain, par exemple, que pour les grandes sociétés comme Google ou le secteur le secteur de technologie de l'information, un TTIP réussi consolide la suprématie américaine, c'est une évidence. Dans le cas du TPP, tout le monde sait qu'il y a une arrière-pensée de contournement de votre pays, de la Chine. Ça fait partie de la stratégie de containment, d'une stratégie de containment de la Chine. Bon, tout ça, ce sont des questions d'ailleurs qui sont débattues dans beaucoup dans les think tanks et par beaucoup de gens, mais c'est davantage débattu, il est vrai, par les gens qui s'intéressent à la politique que par ceux qui s'intéressent à l'économie strictement parlé. Bon, je n'en dis pas plus, mais vous avez soulevé effectivement beaucoup de questions, on va dire, intéressantes. Ouais. Oui, je vais intervenir sur le TTIP, sur ce dernier point, parce que je crois qu'en France, il est analysé par un angle regardé, par un angle qui me paraît très étroit, qui est un angle purement bilatéral et sur certaines dispositions sur lesquelles les États-Unis et l'Europe ou la France ont des préférences différentes. Donc nous ne voulons pas le chlore, comme chacun sait, et donc nous considérons que le grand sujet de l'affaire, c'est le poulet au chlore. Et pareil, il me semble que c'est pas ça. Le grand sujet de l'affaire, il faut le TTIP comme le TPP, il faut le mettre dans une perspective globale. Et donc c'est une tentative pour prolonger la capacité normative commune des États-Unis et de l'Europe, et donc d'organiser une pérennité de cette capacité à fixer les règles du jeu pour l'ensemble de l'économie mondiale. Point sur lequel l'Europe, on l'oublie souvent, est encore une puissance. Parce que quand elle fixe des standards, elle a un marché suffisamment important pour que les producteurs du monde entier s'organisent pour répondre à ces standards. Une fois qu'ils ont répondu à ces standards, ces standards ont tendance à, dans un certain nombre de cas, je parle de standards de produits, ont tendance ensuite à être répliqués ailleurs. Donc en fait, il y a une concurrence vers le haut, toujours de la concurrence vers le bas, mais aussi une concurrence vers le haut que l'Europe a largement conduite dans un certain nombre de domaines. Donc il y a les standards pour les produits, il y a les standards pour les produits
financiers, il y a des standards, enfin, une série de règles pour l'économie internationale. Il me semble qu'aujourd'hui, il serait préférable de commencer à ouvrir la porte. C'est-à-dire de dire, ces standards, ce ne sont plus les États-Unis et l'Europe qui les fixent, ce sont précisément les États-Unis, l'Europe et les grands pays émergents, spécifiquement bien sûr la Chine. Ce qui se fait d'ailleurs, commencer à se faire dans le forum de stabilité financière avec l'enquête du G20, mais qui se fait de manière très limitée. Et il me semble que de ce point de vue-là, le TTIP, c'est un peu un recul, c'est-à-dire c'est une manière de dire nous allons organiser, maintenir notre capacité à le faire en bilatéral. Alors, la réponse à la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose dépend aussi de l'attitude des partenaires. C'est-à-dire ça dépend aussi, par exemple, de l'attitude de la Chine, de savoir si la Chine veut être partie prenante et jouer le jeu d'un pays qui est devenu le premier pays économique, en tout cas en partie de pouvoir d'achat, et donc qui, de ce point de vue-là, a des responsabilités internationales à la hauteur de son poids économique. Ça ne va pas de soi du tout pour la Chine. On voit bien que c'est une difficulté que de se penser comme un des co-responsables de l'ordre économique international. Et il me semble que, du point de vue euro-américain, il serait bien préférable d'ouvrir la porte plus vite et de dire, eh bien, maintenant, nous avons un certain nombre de décisions à prendre sur les normes qui vont gouverner l'économie mondiale au cours des 20 prochaines années. Faisons-le ensemble. Le monsieur au milieu, à ma gauche. Bonjour, je suis Riyad Tamer du Liban. J'appartiens à une région de pays détergents, mais non pas émergents, à cause de la multitude de bulles d'influence dans cette région. Je voudrais poser une question à M. de Mondrian et une autre à M. Pisani. Vous avez effectivement parlé de la responsabilité de l'Occident dans le fait de ne pas avoir favorisé dans ces régions l'émergence d'une opposition crédible de relève aux dictatures. Et vous avez dit que l'Occident n'avait pas de stratégie. En fait, l'Occident avait une bonne stratégie à l'époque des dictatures, c'est l'intérêt de la stabilité. Et vous avez bien dit que la période de la guerre froide favorisait ce souci de stabilité plutôt que l'émergence de démocratie dans ces régions. Donc voilà une observation. Je suis d'accord avec vous sur votre analyse à ce sujet, mais de notre côté, ma question est le suivant. Pouvons parler d'une intervention de l'Occident dans ces régions de chauvinisme sans parler d'ingérence. Est-ce qu'il y a un droit d'ingérence pour favoriser la démocratie? Voilà. Monsieur Pisani, vous avez parlé de la mondialisation et de ses effets sur les pays émergents. Effectivement, les pays émergents ont profité largement des flux d'investissement et de transfert de technologie dans ces pays qui ont favorisé la croissance. Mais avec la fragmentation de la mondialisation que nous vivons et dont, par exemple, les boycotts et tout ça qui sont des ruptures dans les flux, est-ce que cela n'a pas une incidence sur la croissance de ces pays à l'avenir? Merci. Mon cher Enbourbe, voilà deux excellentes questions pour celles qui me sont adressées. Alors, la première, c'est en effet très intéressant parce qu'on en revient toujours au même point et ça fait un peu une synthèse avec beaucoup de choses qui ont été exprimées. C'est que ce qui a caractérisé la guerre froide, c'est en fait une extraordinaire stabilité. C'est-à-dire qu'il y avait une probabilité, ça c'était des sujets que les stratèges débattaient ad nauseam, avec une certaine délectation, une probabilité extrêmement faible d'une catastrophe globale, mais en dehors de cela, de ce risque en effet majeur, c'était extraordinairement stable.
Et en effet, donc, le maintien de la stabilité était essentiel. Dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a duré une bonne partie de la décennie 80, il y avait un accord total entre l'URSS et les Occidentaux. À chaque fois que l'un des deux l'emportait sur l'autre, on soutenait le plus faible. Tout le temps, ça s'est produit pendant plusieurs années, et il y avait une sorte d'accord implicite pour maintenir cette balance of power, cet équilibre des forces. Et donc, en effet, le maintien du statu quo et puis le renforcement lent du camp, là, et c'est pour ça que je disais effectivement au début que dans cette période, il y a eu et là je crois qu'on est d'accord avec Jean, dans cette période, il y a eu une cohérence stratégique extraordinaire, et d'ailleurs ce que je veux rajouter, c'est que l'Union européenne fait partie de ça, parce qu'il faut quand même se rappeler que la construction européenne est, à de nombreux égards, un sous-produit aussi positif de la guerre froide. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, on s'est retrouvé dans une situation inconfortable de devoir élargir à toute vitesse, alors qu'on n'était absolument pas préparé à cela. Et je rappelle aussi que la communauté européenne de défense, l'échec de la communauté européenne de défense, dont le traité de Rome ont été une réaction aussi pour relancer un projet des femmes, et ce qui explique aussi que la communauté européenne, devenue Union européenne, était structurellement au départ non militaire et non politique, au sens de la politique étrangère. Et donc tout ça est lié finalement à cette notion de statu quo. C'est-à-dire qu'on a fait de la construction lente dans le cadre d'un statu quo. Voilà. Et alors, effectivement, le problème, et cette question permet de reformuler les choses dans un langage un peu différent, mais je crois très, très opérationnel, c'est qu'à partir de 1991, tout le jeu a été rouvert. Et il a même été rouvert d'une manière progressivement. On s'est aperçu qu'il était encore même beaucoup plus rouvert qu'on ne le croyait. Et ça, c'est lié à ma remarque initiale que les conséquences d'une chute d'empire se font sentir dans la durée. C'est vrai que dans un premier temps, la chute de l'Union soviétique s'est remarquablement bien passée. Ça s'est passé presque comme une lettre à la poste. Mais les effets ont été différés. Et l'histoire de la Géorgie en 2008, l'histoire de l'Ukraine aujourd'hui, tout ça, ce sont des effets différés. Et si vous voulez mon avis, il y en aura bien d'autres. Parce que c'est les chutes d'empire, encore une fois, ça fait des effets différés. Mais du coup, tout le jeu étant ouvert, c'est là que ma remarque sur l'incapacité des démocraties de raisonner stratégiquement s'applique. Oui, on a pu raisonner stratégiquement dans un cadre qui était complètement rigidifié, parce que c'était finalement... Et on a construit des institutions. Et là aussi, je crois que c'est un point de convergence, encore une fois, sur lesquels il faut revenir, c'est que les institutions, ça permet, c'est comme les roseaux, ça permet de tenir un terrain. Mais quand tout brusquement est ouvert, on s'aperçoit qu'on est à peu près incapable de raisonner stratégiquement. Et ça, c'est la question sur le droit d'ingérence. Moi, je vais vous dire, on peut tout faire dans la vie. On peut tout faire, à condition d'en avoir les moyens. Et à condition d'avoir la cohérence dans la durée. Vous voulez... On fait un référendum en France pour dire on va installer la démocratie en Ukraine. Très bien. Je suis sûr qu'il y aura des voix éloquentes, à commencer par Bernard-Henri Lévy aussi, pour dire qu'il faut installer la démocratie en Libye et que la situation actuelle est bien meilleure que celle d'avant. Très bien. Il expliquait l'autre jour à la télévision qu'il était toujours très bienvenu en Libye. Alors, dans une partie de la Libye, j'aimerais qu'on me le dise. Mais tout ça, c'est très bien. Mais le peuple va voter pour quelque chose comme ça. Maintenant, si ensuite on dit, bon d'accord, voilà les moyens qu'il faut mettre sur la table pour éliminer la corruption, reconstruire les institutions économiques, etc., 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 et on dit la facture va être, je ne sais pas, 1000 milliards d'euros répartis sur 4-5 ans, et qui va payer? Là, je pense que la question sera différente. Bon, le droit d'ingérence, le gros problème du droit d'ingérence, c'est que on réagit sur des pulsions, sur des émotions, et on n'assure pas le suivi. Et ça rejoint, ça boucle la boucle avec ce que nous disions au début. Donc le droit d'ingérence, c'est une arme extraordinairement dangereuse, parce que ça peut faire très rapidement le coup de l'arroseur arrosé. J'ai peut-être une petite différence, il en faut une, parce que sinon... je suis d'accord sur le fait que les empires mettent longtemps, la chute des empires met longtemps à montrer ses faits. On a vécu les conséquences assez récemment de la chute de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman.
continuons à les vivre d'une certaine manière. Donc là-dessus, je suis d'accord. Sur la démocratie, bon, c'est vrai que le monde était plus simple lorsque il s'agissait d'organiser les relations entre quelques empires. Mais les forces de démocratie et leur caractère émotionnel sont là depuis un siècle et demi ou deux. Enfin, en tout cas, un siècle et demi si on se réfère à 1848. Et bon, ça introduit quelques perturbations. Et je pense que c'est le même type de perturbation qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est avec des conséquences qui sont évidemment parfois des conséquences qu'on regrette. Tous ceux d'entre nous qui ont regardé le printemps arabe avec un peu de naïveté se mordent du doigt de leur naïveté. Mais il me semble que si on prend une perspective longue, c'est probablement ce qu'on pouvait dire aussi lorsqu'on avait regardé la révolution de 48, la révolution de 48 avec naïveté, voire remonter un peu plus tôt aussi. Sur la question de la fragmentation, je ne crois pas qu'il y ait de fragmentation aujourd'hui commerciale. Il n'y a pas de fragmentation des flux d'investissement direct. Il y a des accros, il y a eu des accros, mais d'ampleur limitée sur l'intégration commerciale. Là où il y a fragmentation, une certaine fragmentation, un certain recul en tout cas, c'est sur le plan financier. C'est-à-dire que la globalisation financière telle qu'on l'avait connue dans les années 90, début des années 2000, là on a à l'évidence un retrait quantitatif qui se voit très très bien sur les indicateurs de flux de capitaux. Je pense qu'il y a un réexamen des bénéfices de cette globalisation financière. Parce qu'on a connu en Asie à la fin des années 90, on a connu dans un certain nombre d'autres pays au cours des années 2000, on a connu en Europe massivement à la fin de la dernière décennie des phénomènes de crise de balance de paiement absolument massifs qui sont liés à de l'instabilité suscitée par des flux de capitaux à court terme qui repartent aussi rapidement qu'ils étaient entrés. Et beaucoup de pays ont lutté avec cette instabilité des flux de capitaux à court terme. Il y a nécessairement une réévaluation des bénéfices de la libéralisation financière telle qu'elle a été pratiquée, avec l'idée que les flux de capitaux étaient stabilisants. En fait, ils ne sont pas stabilisants. Et en Europe, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème d'avoir eu un excès de flux de capitaux interbancaires et une insuffisance de flux de capitaux en equity. Et c'est ça qui a été à l'origine de notre instabilité, et c'est ça qui est l'interrogation pour l'avenir. Donc il me semble que là, on a des éléments, effectivement, de mise en cause d'un modèle d'intégration, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons de s'interroger sur ce modèle d'intégration. Sur ces questions de fragmentation, Thierry, vous voulez répondre? Oui, une note complémentaire. Je crois que quand on parle de fragmentation, il y a la dimension, on va dire, fonctionnelle. Bon, et là, Jean vient en parler très bien. Il y a, et je crois que c'était le sens de l'intervention de notre ami chinois, la question, on va dire, territoriale, c'est-à-dire la question de la fragmentation des États au sens avec les frontières, etc. etc. Bon. Et je crois qu'un des paradoxes bien identifiés d'ailleurs de la mondialisation, c'est qu'on a une double tendance apparemment contradictoire, puisque d'un côté, il y a une tendance à l'agrandissement des espaces pertinents pour les décisions collectives. Il est évident que la plupart des questions monétaires, commerciales, sécuritaires, etc., ces dimensions sont de plus en plus grandes et à la limite totalement mondiales quand il s'agit de questions comme le climat, par exemple. Mais en même temps, et pour les mêmes raisons fondamentales qui sont les révolutions de la technologie de l'information, il y a des revendications croissantes d'autonomie au niveau microscopique et des revendications identitaires locales. Et la grande difficulté, c'est comment gérer cette double contradiction, c'est-à-dire comment gérer la nécessité de faire de la politique, alors là, au sens noble du terme, de résoudre les questions politiques à la dimension appropriée qui, elle, est généralement croissant, et en même temps de donner davantage d'autonomie locale. Moi, personnellement, je me réjouis que le référendum en Écosse ait été négatif, parce que je crois que tout ce qui
conduit à la création d'un nouvel État à l'intérieur d'États antérieurs, si j'ose dire, est une source de déstabilisation. En revanche, et ça va d'ailleurs être le grand défi pour les gouvernements britanniques actuels et à venir, c'est comment et jusqu'à quel point peut-on donner davantage d'autonomie aujourd'hui à l'Écosse, même au Pays de Galles, etc., ou en Espagne, bien sûr, la Catalogne. Donc ça, c'est une question, ça fait partie, je crois, des grandes questions. Et si vous ajoutez à ça, on ne va pas parler de ça ce soir, mais si vous ajoutez à ça qu'une des grandes tendances du monde aussi, c'est un développement du cosmopolitisme d'une certaine manière, hein, voilà, on se trouve aujourd'hui devant un paradoxe aussi, là aussi, ou bien je force le trait, là, ou bien on essaye de développer, de canaliser un cosmopolitisme intelligent, les citoyens du monde, etc., bon, ou alors on généralise la notion de purification ethnique. Et je fais exprès d'employer un mot violent. Et c'est ça la véritable signification de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Parce que est-ce que nous allons dans un monde où il va falloir séparer au forceps ce qui a été uni? C'est le drame du Moyen-Orient. C'est le drame du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a vécu pendant des siècles avec pourtant des minorités chrétiennes qui vivaient en relativement parfaite harmonie avec ses voisins. Et brusquement, tout cela se trouve détruit. Donc, sommes-nous effectivement face à une bifurcation tragique comme celle-là? Les deux problèmes, je crois, sont liés. Jean. Dans ce temple de politique interétatique, tout de même une interrogation. Sur le climat, la structure de négociation entre États est inefficace. Probablement, il va se passer plus de choses à d'autres niveaux. Il se passe plus de choses avec des États, des villes, des entreprises. Donc ce modèle consistant à dire, au fond, le modèle qu'a mis en avant Yann Goldin, Pascal Lamy dans leur rapport, ce modèle consistant à dire il y a des problèmes qui se résolvent à d'autres niveaux et au fond ce sont des coalitions hétéroclites qui font avancer des choses. Il me semble qu'on le voit d'une certaine manière, je ne dis pas qu'on va résoudre des problèmes comme ça, mais je dis en tout cas on avance extrêmement peu sur les négociations multilatérales classiques. Et en revanche, il y a des choses qui se passent qui sont non négligeables, même si elles ne suffisent pas, dans cet autre niveau. Donc il me semble qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à, effectivement, quelle est la nature des problèmes par rapport auxquels de ce genre de coalition volontaire hétéroclite, finalement, sont des structures qui délivrent plus que la structure classique de négociation multilatérale générale. Merci. On va prendre une prochaine question. Monsieur au début, ensuite au fond de la salle. Ça arrive juste là, voilà. Allez-y. Alors, le bon journaliste, je voulais poser une question concernant le projet européen que vous avez défini comme un projet stratégique. Mais alors, depuis quelques années, comment peut-on voir une forme de stratégie, au moins de certains dirigeants européens, ou de certains pays importants de l'Union européenne? Y a-t-il une moindre stratégie franco-allemande, entre autres, et par rapport au Royaume-Uni aussi, pour l'avenir de l'Europe? Et quelle pourrait être la stratégie, pas seulement dans le très court terme, mais aussi dans les années qui viennent? Voilà, parce que là, on a l'impression en ce moment qu'à part quelques centres de réflexion comme l'IFRI, peut-être qu'est-ce que vous pouvez proposer comme stratégie jouable avec le temps, justement, avec peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, effectivement, qui n'est pas uniquement le rythme électoral. Je pense que chacun de nous deux avons quelque chose à dire à ce sujet, mais d'abord, justement, je prends la parole en premier parce que j'avais une légère divergence de vocabulaire avec Jean. Il a parlé de la stratégie de l'Union européenne comme stratégie, etc. Pour moi, l'Union européenne, c'est un projet, c'est pas une stratégie. La stratégie, c'est les moyens de réaliser le projet. Il faut bien lister le but. Il faut distinguer entre le but et la stratégie, c'est comment atteindre un but. Bon. Et je pense qu'effectivement,
nous avons construit l'Union européenne à travers, encore une fois, le cadre gelant de la guerre froide. Bon. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette déstabilisation générale à laquelle j'ai fait allusion post-guerre froide, nous sommes aussi vacillants sur l'évolution du projet européen lui-même et a fortiori sur la manière de le consolider, c'est-à-dire la stratégie. Alors, sauf peut-être sur un point, et là je serais intéressé à voir si Jean est d'accord avec ça. Là, toujours suivant cette politique, qui n'est pas une stratégie, c'est encore un autre concept, de mettre la charrue devant les bœufs, c'est la théorie de l'engrenage, dans la théorie des relations internationales. On a créé, au fond, le traité de Maastricht a lancé le projet qui paraissait incroyable à l'époque, qui était d'une ambition extraordinaire, le projet de l'euro. Mais ce projet a été conçu comme réponse pour empêcher, justement, pour contrecarrer les forces centrifuges qui se développaient avec la chute du mur de Berlin symboliquement. Et avec l'idée, parce qu'on savait au départ qu'on ne pouvait pas faire toutes les constructions qui étaient nécessaires pour viabiliser ce projet, et l'idée implicite, c'était que l'on construirait au fur et à mesure, on consoliderait la construction par nécessité. Et ça, effectivement, ça devient une stratégie, parce qu'aujourd'hui, réciproquement, si par malheur l'euro devait se défaire, là, on peut être à peu près sûr que c'est l'Union européenne tout entière qui se déferait à la suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de symétrie. Et cette perspective étant assez effrayante, évidemment, ça crée une incitation énorme pour réussir les constructions institutionnelles nécessaires. Et ça renvoie à une question qu'on a à peine effleurée aussi ce soir, c'est que le nœud de cette question de l'euro aujourd'hui, et ça, vu l'heure, je ne suis pas sûr qu'on puisse se lancer dans le débat à ce sujet, mais le nœud, c'est évidemment la France. Parce que, ou bien la France, et je crois d'ailleurs que les Allemands actuellement sont littéralement pétrifiés à cette perspective, parce qu'ils souhaitent, pour toutes les raisons du monde, que l'euro tienne, mais ça suppose que la France soit capable, là encore dans la durée, de faire des réformes structurelles qui soient compatibles avec le maintien du projet de l'euro. Donc là, il y a toute une logique, si vous voulez, de raisonnement qu'on peut appeler, si on veut, stratégie, mais qui a ses vertus, ses paradoxes, et dont dépend au bout du compte le succès, me semble-t-il, de la pérennité de la construction européenne elle-même. Jean, et ensuite on va prendre la dernière question. Je pense qu'on est... on termine à 20h ou à moins le quart, comme vous voulez. Encore une question. Jean, d'abord. Oui, c'est j'ai une petite divergence sur l'édification historique sur l'euro. C'est-à-dire que je crois que l'unification allemande a été l'occasion, elle n'a pas été la cause du projet monétaire européen. Je pense que la cause du projet monétaire européen, c'est l'asymétrie monétaire qui s'était créée pour une raison qui tenait en partie à un phénomène étrange, qui est la préférence très marquée des Européens pour l'échange fixe. Et à partir du moment où ils avaient fait la libération du mouvement de capitaux, combinaison d'échange fixe et la libération du mouvement de capitaux, ça veut dire qu'il y avait une banque centrale qui décidait pour toutes les autres. Et ça, c'était simplement intolérable pour un pays comme la France, comme pour le Royaume-Uni, qui à l'époque était membre du système monétaire européen, ou pour d'autres. C'est-à-dire le fait que les pays qui étaient de poids économique, de poids politique, de poids démographique à peu près équivalent, voient l'un d'entre eux décider de la politique monétaire pour tous les autres sur la base d'un mandat qui était strictement un mandat national. C'était simplement pas une construction tenable. Et donc à partir de là, on s'est lancé dans la symétrisation. Mais on s'est lancé dans la symétrisation sans avoir mesuré tout ce que ça impliquait. C'est-à-dire qu'on a eu une conception
de la monnaie, qui était une conception, au fond, extraordinairement marquée par l'expérience inflationniste qu'on venait de vivre dans les années 70 et les années 80. Et qui a eu une conception étroite de la monnaie, consistant à dire, à partir du moment où on a une banque centrale indépendante et où on se garde de déficit excessif, on a fait tout ce qu'il faut. Et donc, on a une construction qui suffit. En fait, l'expérience de la crise, c'est que cette construction n'est pas suffisante. Et qu'on est encore en train de s'interroger sur jusqu'où nous conduit l'espace de la monnaie. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir l'attitude britannique par rapport à ça, qui pour moi était d'une très grande clarté, c'est-à-dire au moment où ils ont contemplé le risque de l'éclatement à leur porte, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir pour l'économie britannique. Ils ont dit l'intérêt national, c'est que vous continuez à fonctionner ensemble. Ça va vous conduire beaucoup plus loin. On ne va pas y participer, on va accepter que vous le fassiez. Faites-le. Le problème, c'est que on a fait un certain nombre de pas. On a fait le pas de l'union bancaire, on a fait des pas de solidarité dans les mécanismes de gestion des crises, on a fait des pas de renforcement de la surveillance budgétaire, mais on ne sait pas si ces pas sont suffisants, ou s'il en faut d'autres, quelle est en particulier la question de la solidarité budgétaire et jusqu'où elle doit aller, quelle est la question de la mobilité, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il faut constituer un marché du travail unifié, et des questions extrêmement lourdes, et on est en train de découvrir en temps réel ce que c'est que l'espace de la monnaie. Je pense que c'est ça fondamentalement la difficulté qu'on a. Merci. Il y avait une question au fond de la salle, oui, le monsieur qui est là. Bonsoir, Allez-y. Céline Alivi, président de l'Observatoire des think tanks. J'aurais deux questions très rapides à poser aux intervenants. La première, ce serait sur la notion d'État-nation. M. Montbrial a parlé effectivement du projet européen, du temps long dans lequel il devait s'inscrire. Vous avez parlé de l'Union européenne et de son projet. J'aimerais que vous précisiez votre vision de ce projet. Quid de ce projet de l'Union européenne à 2050? Est-ce que c'est une dilution des États-nations à l'intérieur d'un corpus type de l'Union européenne? Et si oui, comment, dans les relations internationales, cette nouvelle dimension apparaîtrait d'un point de vue même épistémologique concret? Comment on pourrait intégrer cette notion-là, premièrement? Et est-ce qu'on aurait réellement le temps d'inscrire l'Union européenne sur ce temps long, sachant que les crises auxquelles nous avons affaire, qu'elles soient politiques ou économiques, arrivent aujourd'hui et arrivons même demain à gérer? Et une dernière question peut-être proprement liée à l'IFRI. Quelle perception avez-vous du rôle de l'IFRI au vu de son historique et peut-être de son rôle dans les années à venir dans ce jeu des relations internationales et aussi dans les relations bilatérales de la France au niveau international? Merci. Sur la seconde question, je vais voter en touche parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais je vous signale que Thomas Gomard et moi publions là dans le numéro qui va paraître ces jours-ci de la revue Le Débat, un article assez approfondi sur ce qui s'appelle Think Tanks à la française. Il y a eu une réflexion, je crois, qui s'insère tout à fait dans la problématique que vous venez d'exprimer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats, pas seulement en France, mais dans le monde, comme vous le savez, et aux États-Unis d'ailleurs aussi, sur justement le rôle des think tanks, et notamment face à ces phénomènes de la mondialisation dont on voit bien qu'ils sont beaucoup plus complexes que l'idée qu'on s'en faisait il y a quelques années. Alors, en ce qui concerne l'avenir de l'État-nation, de sa construction européenne, etc., moi je vais vous dire, je fais court, mais c'est une construction épigénétique. Hein. Nous ne sommes pas dans l'ordre de la programmation, un projet de développement qui est entièrement contenu dans son germe. Non, ce n'est pas comme ça. Les constructions historiques ne sont jamais de ce type. Par conséquent, à quoi ressemblera l'Union européenne dans 50 ans et même si elle existera encore? Oui, elle existera d'une certaine manière, parce que même si des catastrophes devaient se produire comme la fin de l'euro, ça ne veut pas dire, je crois que la construction se défrait, mais ça ne veut pas dire que tout se défrait, il resterait quelque chose. Donc, nul ne peut dire exactement ce à quoi ça peut ressembler. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que tout à l'heure, je parlais de bifurcation. J'ai fait exprès de forcer le trait, c'est-à-dire ou bien on développe ce que j'appelais un cosmopolitisme intelligent,
ou bien on se retrouve avec une généralisation de la purification ethnique. J'ai dit ça exprès dans des termes tout à fait provocants. Chacun rentre chez soi, et ça veut dire qu'on sépare ce qui a été uni, et ainsi de suite. Bon, naturellement, ce sont deux scénarios extrêmes, mais si ce qui est le meilleur dans l'idée de mondialisation, et ce qui est impliqué par les technologies, parce qu'il faut voir que derrière tout ça, il y a la réalité objective des technologies de l'information qui vont continuer de se développer. C'est pas fini, la révolution des technologies de l'information. À ce moment-là, les constructions politiques elles-mêmes vont continuer de se transformer fondamentalement. Si vous aviez demandé à l'époque d'Anne d'Autriche, quand l'ambassadeur d'Espagne faisait partie du conseil du roi, quand même, l'ambassadeur était présent dans le conseil du roi de France. Si vous aviez demandé à quoi ressemblait la France un siècle après, personne n'aurait pu répondre. Bon, l'État-nation lui-même est une construction récente. C'est une construction récente, ça s'est développé à partir du XVIIe siècle. Bon, pourquoi est-ce que les constructions politiques ne continueraient pas de se développer? Mais ça ne veut pas dire que ce qui précède disparaît. Ce qui précède survit, mais sous d'autres formes. N'étant pas prophète ni voyant, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça, sauf à exprimer un regret. J'ai personnellement regretté que quand Sarkozy était président de la République et qu'il a voulu lancer le débat sur l'identité nationale, ça a fait long feu. Je l'ai regretté parce que d'abord le problème a été extrêmement mal posé. Je crois que pour bien traiter ce genre de choses, il faut une certaine élévation, mais je pense que c'est une vraie question. Et parler d'identité nationale, ça ne veut pas dire figer, arrêter, l'histoire ne continue pas de tourner, ainsi de suite. Mais la question, qui sommes-nous? Huntington, aux États-Unis, son dernier livre, le dernier livre de Huntington, avant sa mort, s'appelle Who Are We? Hein, bon, voilà. Et je vois d'ailleurs aussi, en Angleterre, je me souviens cet été, d'ailleurs, parlant à un ami anglais, on parlait de questions d'identité nationale, il m'expliquait que ces questions n'avaient strictement... La question même n'avait pas de sens pour un Anglais. Bon. Mais enfin, quand on s'est aperçu que le référendum pouvait éventuellement être gagné par les indépendantistes, moi j'ai vu, je ne vais pas dire son nom, une personnalité éminente britannique, réputée pour son flegme et son humour, quasiment pleurait d'émotion à la perspective que le oui puisse l'emporter en Écosse. Et là, je me suis dit, même pour les Anglais, la question d'identité nationale a un sens. Je ne vais pas revenir sur cette question. Je vais passer la parole à Jean s'il a quelque chose pour terminer. Sinon, non, c'est bon, tout va bien. Dans ce cas, je vous remercie. Je remercie les deux intervenants pour ces... Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Notre équipe a déjà prouvé que la crise mondiale économique va durer encore suffisamment de temps. Nous connaissons déjà les causes de base et les mécanismes de la crise. La fragmentation du monde, c'est un procès objectif qu'on ne peut pas arrêter. C'est pour ça que je trouve pour l'Europe, c'est le plus important de réaliser le projet qui est bien connu comme projet Lisbonne-Vladivostok. Ça sera une alternative bien raisonnable pour l'Europe, pour que ses citoyens ne tombent pas dans une profonde crise des dizaines
d'années au futur. Merci bien.